Un beau jour, deux de vos amis vous demandent un prêt de 10 000 € chacun. Le premier ami vous montre ses comptes bancaires sur 12 mois, ses bulletins de salaire, ses dettes, ses contrats, le tout vérifié par un cabinet indépendant. Tu sais exactement combien il gagne, combien il dépense, à quoi il est exposé. Le deuxième ami, lui, te montre une fiche et une feuille te disant qu'il a bien 15 000 € sur un compte aujourd'hui, signé par son propre comptable, mais tu ne sais pas d'où vient l'argent, ni s'il pourra vraiment te rembourser, tout du moins sa légitimité est un peu moins valable que le premier. C'est en tout cas la métaphore qu'il faut que tu retiennes pour comprendre qu'aujourd'hui, 60% du marché des crypto-monnaies repose sur un et un seul acteur. Tether, c'est le stablecoin le plus utilisé au monde, mais aussi le plus opaque. Personne ne sait vraiment où sont ses réserves. Les audits, jamais complets. Les régulateurs, toujours tenus à distance. Et pourtant, tout le monde s'en sert, que ce soit des traders, des plateformes, des fonds et des banques. Si Tether tombe un jour, c'est tout l'écosystème qui pourrait s'effondrer. En face, un autre acteur essaie depuis des années de jouer la carte de la transparence, Cycle, créateur justement de l'USDC. Lui représente 20% du marché et est régulé aux États-Unis et est récemment notamment rentré en bourse. Cet IPO, c'est-à-dire cette entrée en bourse, n'est pas un événement financier classique. C'est peut-être la dernière chance de ramener un petit peu de clarté dans un univers qui repose en grande partie sur des promesses qu'on ne peut pas vérifier. On va désormais pouvoir rentrer dans le sujet avec beaucoup plus de détails. Si toi aussi tu es partant pour te former à l'analyse fondamentale, tu peux dès à présent candidater pour Finology, qui n'est pas un simple projet mais un espace restrictif dans lequel je t'enseigne tous les points obligatoires à connaître, que tu sois un particulier qui n'ait jamais entendu parler d'économie ou un trader investisseur déjà rudement avancé sur le sujet qui cherche à approfondir la globalité de ses connaissances en interprétation économique dans le but de venir compléter ton analyse technique sur les graphiques. Et oui, ça y est, de l'ombre de Tether à la lumière de Wall Street, Cycle est rentré en bourse il y a quelques temps. C'est une boîte qui a été fondée en 2013 par Jeremy Aller et qui est surtout connu pour évidemment son stablecoin, l'USDC. Par la suite, on va aller sur graphique, je vais vous faire un petit dessin pour vous expliquer un petit peu comment finalement ces sociétés fonctionnent, quel est leur business model, comment elles permettent entre guillemets d'investir en crypto-monnaie à travers des monnaies fiat, en passant évidemment par de stablecoins. Et ce qui est très très intéressant justement vis-à-vis de Cycle, c'est sa réputation de transparence. D'accord ? Ils ont malgré tout longtemps évolué dans l'ombre de Tether, l'USDT, qui lui aujourd'hui a des volumes à plus de 150 milliards en circulation, en comparaison à l'USDC qui n'en a qu'une soixantaine, d'accord, et qui représente entre 20 et 25% du marché. Et ce qui est très intéressant à noter, c'est que ça y est, c'est fait, Tether est en bourse, et être en bourse, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut aussi dire justement de devoir faire obligation de preuves de transparence finalement sur les réserves, parce que c'est très important de comprendre comment finalement Tether ou Cycle peuvent fonctionner sur finalement leur branche des stablecoins, comment ils gagnent de l'argent, tout business model d'une entreprise doit gagner de l'argent. L'idée ça va être de comprendre tout ça, mais d'abord avant ça, ce qui est important de comprendre ici, c'est que vous avez l'USDC, qui a un market cap à peu près à 60 milliards, d'accord, alors que de l'autre côté on a Tether qui est quand même à 150 milliards, d'accord, donc plus de x2 en réalité. Donc vous voyez, c'est quand même assez conséquent. On va essayer de comprendre un petit peu finalement comment ça doit fonctionner cette histoire et surtout les risques qu'il peut y avoir par rapport à Tether. Alors, la base d'une boîte qui délivre des stablecoins, imaginons qu'elle ne fasse que ça, sa principale mission, c'est de quelque part développer ici une crypto-monnaie qu'on appelle un stablecoin, une monnaie stable, qui est censée répliquer la valeur finalement d'une monnaie fiduciaire présente dans l'économie. Donc on va y retrouver du dollar, on va y retrouver de l'euro et toutes les autres monnaie que vous connaissez. Ici, évidemment, vous ne pouvez pas directement intervenir sur les marchés avec de l'euro ou du dollar. Tout du moins, vous le pouvez à travers certaines plateformes, mais ce que vous allez récolter une fois que vous allez vendre finalement vos crypto-monnaies, c'est un stablecoin. Ce qui est important de comprendre, c'est que par exemple, sur ici, vous voyez, on a BTC, USD, bon ça on s'en fiche un peu, mais par exemple, vous avez du Bitcoin, BTC, USDC. Par exemple, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour acheter du BTC, il vous faut de l'USDC. Une fois que quelque part vous avez vendu votre BTC, vous récoltez de l'USDC. Très important à comprendre. C'est ce qu'on appelle la contrepartie. Le travail de Cycle ici, ça va être justement de développer un stablecoin qui conservera toujours la même valeur. Le graphique de stablecoin, c'est ça. C'est toujours un graphique qui est très très plat et qui a justement pour le but de garantir la valeur unitaire du dollar. Donc un stablecoin est égal à 1 dollar. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quand même la boîte qui quelque part garantit votre pouvoir d'achat sur les marchés ainsi que vos bénéfices. Par exemple, imaginons que vous soyez à 10 000 € de bénéfices. Si justement le cours de stablecoin est parfaitement maîtrisé, qu'il n'y a pas de surimpression et que les réserves sont les bonnes, par exemple qu'ils ont en circulation 62 000
USDT et que par exemple en réserve ils en ont 63 000, ok, ça veut dire que quelque part ils sont parfaitement justement capables de vous payer, c'est-à-dire qu'ils ont un ratio positif, ok, c'est très important de le comprendre. Par contre, si ici le gros souci de Cycle, c'est-à-dire qu'il y aurait 62 000 par exemple USDC en circulation, mais qu'il n'en aurait par exemple que 50 000, vous comprenez bien que le ratio est négatif, d'accord. Ça veut dire que si vous voulez retirer vos 10K ici, bah, quelque part vous n'allez pas vous retrouver avec 10K. Alors si, vous allez vous retrouver avec 10K, mais la personne qui retirera justement à un certain moment donné ne pourra potentiellement pas retirer ses gains, d'accord. Donc le business model finalement d'une boîte qui fait des stablecoins, c'est quelque part de gagner des fees, des frais, ok, sur les transactions, les achats et les ventes, d'accord. Elle, sa seule mission principale, son seul objectif, c'est de vous garantir un pouvoir d'achat finalement sur la blockchain, que ce soit de vos gains, mais aussi, attention, de vos pertes. Et donc ce qu'il faut pouvoir saisir ici par rapport à Cycle et par rapport à Tether, c'est qu'effectivement, on voit bien qu'a priori, graphiquement parlant, Tether est un acteur majeur du marché, contrairement à Cycle qui n'a que 61 milliards de market cap, contrairement ici à Tether qui en a plus de 154 milliards, d'accord. Et ce qu'il va falloir vraiment comprendre, c'est que Tether dépasse les plus de 150 milliards finalement de dollars de capitalisation, ok, il y a beaucoup de choses qui commencent à prendre de la place et on commence à avoir ce qu'on appelle un risque systémique vis-à-vis de cette société. Pour faire simple, 6 traders sur 10 aujourd'hui sont en USDC vis-à-vis du fait qu'ils ont 60% à peu près de la capitalisation globale du marché boursier. C'est-à-dire que c'est encore, on va dire, un stablecoin qui est très utilisé. Et plus justement leur capitalisation augmente, plus ils commencent à prendre de la place sur le marché, plus justement des voix s'élèvent à nouveau pour dénoncer un manque de transparence, une gouvernance qui est opaque et un rôle potentiellement systémique dans le marché des crypto-monnaies. D'accord. Encore une fois, ici, quand on va sur leur site, bah, pareil, il n'y a pas trop de problèmes, ok. On voit bien qu'ici, justement, en circulation, il y a à peu près 150 milliards, 154 milliards justement d'USDT en circulation, et qu'a priori, bah, il n'y a pas trop de soucis avec ce qu'on va voir juste après. Mais vous allez voir à quel point l'histoire est beaucoup plus délicate que ça. Donc effectivement, Tether promet que chaque USDT est adossé à 1 dollar. Donc par exemple, s'il y a 150 milliards d'USDT en circulation, il y en a forcément 150 milliards en réserve, d'accord, qui sont adossés finalement à leur réserve. Problème, pendant des années, la société n'a jamais publié d'audit complet, indépendant. Elle s'est contentée des attestations ponctuelles, souvent jugées insuffisantes par les régulateurs. En 2021, le procureur de New York a condamné Tether et Bitfinex, à une amende de 18,5 millions de dollars, pointant du doigt le fait que Tether n'était adossé qu'à 74% des liquidités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple la valeur réelle de vos gains, par exemple par rapport à un backup en USDT, si vous avez 100 euros de gains qui tourne, vous allez dire, bah, c'est sûr que j'ai 100 euros de gain. Mais dans la réalité des faits, si un audit complet était réalisé, la réelle valeur de vos 100 euros ne serait que de 74 euros. Alors aujourd'hui, on ne parle que de centaines d'euros, mais vous comprenez bien que Tether a en sous-gestion des centaines de milliards de dépendances, on va dire, à finalement de la crypto-monnaie, et c'est sans calculer les gains latents, quelque part, qui peuvent prendre place aussi sur les marchés. Même si l'entreprise affirme depuis avoir renforcé ses réserves, majoritairement en bons de trésor américains aujourd'hui, le doute finalement persiste sur la liquidité réelle en cas de panique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'imaginons qu'on ait une annonce très grave géopolitiquement parlant, une guerre qui éclate en Europe ou qui éclate aux États-Unis, on ne sait jamais ce qui peut se passer, ou un défaut par exemple de paiement sur la dette américaine. Voilà, quelque chose de très grave qui peut arriver, hein, vraiment que c'est un énorme black swan pour les marchés, un deuxième Covid par exemple, panique généralisée, d'accord, comme à l'époque. Donc ce qu'il faut vraiment pouvoir saisir et comprendre, c'est le fait que si tout le monde veut retirer son argent, mais que sur 100% de ce qui veut être retiré, seulement 74% est en réserve, il y a quand même une grosse partie des intervenants, et peut-être une couverture et lumière qui va être mise sur le gros problème des réserves de Tether. Alors effectivement, quand on va sur leur site, a priori, il n'y a pas de problème, d'accord. La trésorerie, c'est à 80% finalement en bon de trésor américain, ok, a priori, quand on va sur le site, il n'y a pas de souci. Total des actifs, finalement, 149 milliards, total du passif, 143 milliards, donc quelque part, il y a un gap ici qui est très intéressant, et qui a priori ne pose pas de soucis. Ok, sauf que on va rentrer beaucoup plus dans le détail parce qu'encore une fois, beaucoup d'analyses ont montré des choses un peu bizarres sur Tether depuis maintenant un long moment, notamment justement en 2007, 2020 et 2021. La création massive du SDT a précédé un accompagnement des bull runs. D'accord, le professeur John Griffin, Université de Texas, a publié une étude controversée selon laquelle la moitié de la hausse du Bitcoin en 2017 aurait été attribuée finalement à l'émission du SDT non entièrement collatéralisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on imprime 100, quelque part, est-ce que dans nos réserves on en a 100 ou on en a 50? C'est la grande question qui actuellement justement tourne autour et au-dessus de la tête de Tether. Voilà, vous avez ici le gros titre que je vais retrouver de 2017 qui pose beaucoup de questionnements.
Et encore une fois, Tether a un rôle systémique. Systémique, qu'est-ce que ça veut dire en économie? Ça veut dire que si jamais eux tombent, tout tombe. D'accord? Aujourd'hui, quand vous détenez 70% finalement du marché crypto-monnaie entre vos mains par rapport à la contrepartie que vous pouvez proposer, et si jamais on se rend compte que vous êtes des brigands et quelque part vous faites pas bien le travail et que vous mentez, forcément un vent de panique et un vent d'incertitude pourra prendre place. Et donc quelque part on aurait des moins qu'à 70% sur la plupart des crypto-monnaies qui peuvent aujourd'hui exister. D'accord? C'est indispensable de comprendre que aujourd'hui, Tether n'a potentiellement pas toute la liquidité qu'elle a émis dans ses réserves, avec les exemples que je vous ai donnés juste avant. Et évidemment, il y a une surveillance qui est accrue, mais encore très très limitée. Les régulateurs, qui sont quand même conscients du risque systémique que représente Tether, accentuent la pression sur la boîte, mais quelque part, ils ont quand même beaucoup d'inquiétudes, notamment du fait qu'il n'y a pas d'audits qui sont réguliers. L'exposition potentielle des marchés en cas de bank run, ça serait catastrophique, parce qu'encore une fois, si vous promettez d'avoir du 100, du 105 sur du 100, donc 105 en réserve, et que 100 finalement est 100 on va dire en émission, mais que vous êtes en 80-105, ça va poser beaucoup de soucis. D'accord? Des projets de réglementation sont en cours, notamment aux États-Unis, mais aucun cadre clair n'est encore en vigueur à l'échelle mondiale. Pour résumer tout ça en chiffres, vous avez la capitalisation du USDT qui dépasse les 150 milliards, la part de stablecoin qui est quand même à plus de 61% de ce que Tether peut détenir. Encore une fois, les stablecoins, qu'est-ce que c'est? C'est justement la monnaie qui vient quand même répliquer finalement la réelle valeur dans l'économie que vous pouvez aussi détenir. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est réel, ça sert à rien dans l'économie, mais à part décentraliser les choses. Voilà, si vous n'avez pas du Bitcoin sur un cold wallet, c'est-à-dire par exemple une clé Ledger ou Trésor, aujourd'hui vous n'êtes pas 100% décentralisé, vous êtes centralisé mais de manière décentralisée, à travers des exchanges ou quoi que ce soit, et ils ont une part quand même à 61% dans les stablecoins, réserve en du Trésor 85%, donc ils sont aussi énormément collatéralisés à la dette américaine, qui est un très gros sujet encore à l'heure actuelle, transactions quotidiennes plus de 50 milliards, utilisation en Asie, en Afrique très dominante, et ça pose un gros souci, parce que quelque part ça reste des régions avec beaucoup d'instabilité, beaucoup de volatilité, c'est bâti notamment sur des blockchains dont on va voir juste après qui sont très volatiles, donc forcément ça pourrait poser beaucoup de soucis, et en termes d'audit indépendant complet, toujours absent. Donc forcément, Tether, pour résumer, c'est à la fois le lubrifiant de la finance crypto-monnaie et l'éléphant dans la pièce. Sa croissance fulgurante sans encadrement réel suscite autant de fascination que d'inquiétude. Si un jour la confiance s'effondre, c'est l'ensemble du marché crypto-monnaie qui pourrait vaciller. Mais tant que la liquidité coule et que les plateformes décentralisées l'adoptent massivement, l'USDT continuera d'imprimer sa marque évidemment sur l'histoire monétaire du 21e siècle, que cela plaise ou non aux régulateurs. Et c'est vrai qu'on a eu la grande surprise récemment d'observer que ça y est, Tether se mettait à publier des reports, d'accord, des rapports d'auditeurs de BDO, qui est un auditeur belge classé dans le top 5 mondial derrière KPMG, Deloitte, j'en passe. Donc pour vulgariser le propos, on le légitimise, par un cabinet indépendant, dire ok, tout se passe bien dans la boîte, ils ont les réserves. Mais on va essayer d'aller chercher un peu plus de détails, notamment sur ces reports qui en réalité ne sont pas vraiment des reports complets. L'évaluation des actifs, elles ne peuvent pas être rigoureusement standardisées. D'accord, encore une fois, ils nous disent un petit peu ce qu'ils veulent. Même si BDO, par exemple, confirme que les réserves existent au moment du rapport, la qualité et le détail des actifs, du bon trésor américain, des prêts garantis, des dépôts bancaires, ne sont pas publiés dans leur intégralité. C'est ça qu'il faut pouvoir comprendre, et c'est très grave. Encore une fois, il n'est pas clair de qui détient quoi, ni si les parties sont liées ou entre guillemets, est-ce qu'elles sont impliquées dans toutes ou pas? Est-ce que les opérations de financement prennent vraiment place? Et surtout, le point sensible, étant donné l'historique, justement, le lien entre Bitfinex et Tether. Il n'y a surtout pas ce qu'on appelle de stress test. Quand vous êtes une institution financière, vous avez obligation de passer ce stress test. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucun de ces rapports ne montre si Tether pourrait faire face à un bank run massif. C'est-à-dire que s'il y a par exemple une demande brutale de rachat des dizaines de milliards de dollars, est-ce que Tether pourra faire l'affaire? Et j'ai farfouillé finalement dans les reports et effectivement ici on lit que ce rapport ne présente pas finalement les états financiers de la société, mais justement des informations financières extraites de ses registres comptables. Ça signifie quoi? Ça signifie que Tether donne ce qu'ils ont envie de donner à BDO, d'accord? Ils leur donnent leur rapport comptable comme ils ont envie de les donner. Et encore une fois, c'est pas un audit complet. On n'a pas de bilan, on n'a pas de compte de résultat, on n'a pas de tableau de flux trésorerie, on n'a pas de notes détaillées qui expliquent les chiffres, ni justement l'interconnexion des institutions au sein de toutes les filiales de Tether. Et surtout, il n'y a aucune vérification rigoureuse de chaque chiffre et de documents à l'appui. Donc effectivement, c'est très problématique quand on sait que cette boîte détient quand même 60% actuellement du marché crypto. Et ici, il faut pouvoir observer ça. Notamment, ce graphique est très important.
On peut observer que ici Tether est présent sur beaucoup plus que 10 blockchains en réalité, d'accord, notamment Ethereum, Tron, Solana, Avalanche, Aptos, EOS, comme vous les voyez devant vous. Et il faut vraiment pouvoir saisir que, il faut imaginer Tether comme une entreprise qui imprime une monnaie numérique sur plusieurs autoroutes. Chaque blockchain est une autoroute différente avec ses propres règles, sa propre signalisation, ses limites de vitesse et ses payages. Et pourquoi c'est vite le bazar? Pour la bonne et simple raison qu'il peut y avoir beaucoup d'erreurs, d'accord? Ce qu'on appelle par exemple des erreurs de mints, ok, la création de tokens. Comme si Tether se trompait de route, ok, et par exemple créer des jetons plus que prévu sur une mauvaise blockchain. C'est un bug qui, par exemple, viendrait créer 10 milliards d'USDT sur EOS au lieu de Solana. Et encore une fois, nous n'avons absolument aucune information de ce qui peut se passer en réalité au sein de la boîte. Et chose qui est encore une fois très problématique, c'est que dans les 60% de collatéral à l'USDT, ici, Tether, on voit qu'ils sont extrêmement impliqués, notamment sur Tron, d'accord? Tron, qui est une blockchain massivement utilisée en Asie, en Afrique, qui est très peu régulée, qui est très utilisée par exemple pour du trading offshore, des casinos, du blanchiment, selon beaucoup de rapports, notamment du Trésor américain. D'accord? Donc vous comprenez bien le très gros souci qu'il peut y avoir. Il faut pouvoir essayer de comparer Tether, par exemple, à une banque traditionnelle. Une banque traditionnelle, elle a un sol qui est centralisé, elle a un seul système de gestion, des retraits qui sont tracés et visibles, et surtout un système qui est régulé par les autorités publiques. Alors que Tether, ils ont un sol qui est réparti sur plus de 10 blockchains, ils ont 10 systèmes différents à gérer, voire plus. La destruction des tokens, elle est peu visible, d'accord? Et surtout, la gouvernance interne, quelque part, elle a peu de supervision. Et il y a surtout, quelque part, quelque chose de très important ici à lire, c'est ce qu'on appelle justement tout ce qui va être le fait de brûler les tokens. Okay, encore une fois, il faut voir l'USDT comme entre guillemets une sorte de billetterie. Okay, elle va imprimer des USDT, mais qu'elle peut que tu peux racheter. Okay, mais quand tu rends ton ticket, tu ne sais pas si la billetterie elle a réellement supprimé ce ticket ou elle a juste mis de côté. Ça veut dire qu'on ne connaît pas le volume réel d'USDT utilisé activement. On ne sait pas si entre guillemets il y a des demandes massives de rachat qui sont en cours. Okay, ce qui pourrait signaler par exemple un manque de confiance ou quoi que ce soit, et on ne peut pas analyser la situation financière de Tether forcément en même temps, vu que quelque part on n'a aucune information. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tether imprime, mais on n'a eu aucune information sur le fait, on va dire, du burn quelque part des stablecoins aussi qui reçoivent derrière par rapport à leurs réserves. Ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de Tether, d'USDT en réalité en circulation, mais est-ce que la valeur du dollar, elle, est réellement garantie? C'est une autre affaire. Et Tether est encore une fois dans des très gros soucis. Encore une fois, ils sont encore en instance juridique, notamment par rapport au crash de 2017-2018. C'était une catastrophe. En une semaine, le BTC a perdu de plus de 60%. Ça veut dire à quel point c'est n'importe quoi, notamment lié à Celsius. D'accord? Aucun approvisionnement n'a été effectué à cette date. Cela pose la question justement juridique latent, justement non intégré aux réserves de Tether. Donc encore une fois, il n'y a pas de détails sur les contreparties, il n'y a pas de détails sur les expositions aux institutions qui sont liées, et la question c'est qui détient les actifs, quel établissement bancaire est lié à Tether, quel est le niveau de diversification, encore une fois, quel est l'historique un petit peu qui prend place par rapport à tout ça, on n'a rien du tout. D'accord? Encore une fois, vous n'êtes pas certain que par exemple vos 100 € de bénéfices en USDT valent vraiment 100 € dans la réalité, parce que vous ne connaissez pas la réelle pointure et profondeur des réserves finalement de la boîte en question. D'accord? Encore une fois, tant que Tether n'ouvrira pas un audit complet du type IFRS ou GAAP, d'accord, ces réserves resteront certifiées à la surface, mais non disséquées en profondeur, c'est-à-dire que Tether dira un petit peu ce qu'ils ont envie de dire. Et c'est vrai que de l'autre côté, on a Cycle, d'accord, qui quelque part nous permet d'avoir une réelle transformation de l'image et de la gouvernance finalement des crypto-monnaies, parce qu'encore une fois, le fait d'annoncer un IPO, une entrée en bourse, ça intervient quand même dans un climat actuellement qui est très flou d'un point de vue réglementaire au niveau des crypto-monnaies, mais qui commence à être de plus en plus structuré. L'objectif justement de Cycle, c'est de devenir la première entreprise d'infrastructure de stablecoin cotée aux États-Unis, et son but c'est d'afficher une volonté de transparence et de conformité vis-à-vis des autorités financières, par exemple comme la SEC. Son but c'est d'attirer des investissements institutionnels, évidemment de rassurer les régulateurs, de se positionner, on va dire, en tant qu'acteur majeur du marché avec l'USDT, mais surtout aussi de faire preuve de transparence sur la totalité de ses réserves et évidemment la totalité de ce qu'elle détient vraiment. Et donc ici, vous avez finalement le Form 8K quelque part qui est venu certifier l'entrée en bourse de Cycle le 6 juin
2025, donc c'était la semaine dernière, il y a 6 jours exactement, et donc forcément ça vient amener de la fraîcheur et quelque part de la crédibilité aussi dans ce marché là qui est la base en fait des gains qui tournent actuellement sur vos brokers ou sur par exemple vos exchanges et j'en passe. Ok, c'est très important de pouvoir le saisir. Donc évidemment ici je vous ai fait un tableau qui vient comparer Tether à Cycle. Ok, donc ici évidemment en termes de type de rapport financier on n'a que des attestations qui sont ponctuelles, on n'a aucun audit complet, alors qu'ici tous les audits financiers de Cycle ce sont on va dire des audits sous les mandats de US Cap très précis. Cabinet d'audit évidemment, alors c'est pas belge excusez-moi, c'est italien. Il me semble que c'est d'origine belge à la base. Top 6 mondial, là c'est Deloitte, donc forcément le Big Four, il n'y a pas de souci là-dessus. Pas de souci non plus pour le cabinet d'audit, mais si vous voulez, le problème c'est pas ça, c'est le type de rapport qui est publié. Ici le cadre comptable c'est IFRS partiel, ok, une reconnaissance qui est limitée. C'est-à-dire que là, Tether dit ok, voilà, comptablement nous on a vu ça, donc vous devez faire un audit par rapport à ça. Il n'y a aucune vérification en profondeur. Fréquence des rapports trimestriellement parlant, là c'est mensuel plus un audit annuel, ce qu'on appelle un annual report, d'accord. Ici justement transparence des réserves, d'accord, donc voilà, après pour le reste, ouais, je vous laisserai le lire, on va pas passer trop de temps là-dessus, c'est des choses que j'explique en détail sur Finology, d'ailleurs je vous invite pourquoi pas à postuler, ok, pour rentrer sur Finology, vous avez le lien qui est en description, ce sera avec grand plaisir de pouvoir vous accueillir finalement au sein de l'école, pour apprendre l'économie, pour apprendre à faire des analyses fondamentales comme celle-ci, ok. Et quelque part, ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'on est investisseur. Donc, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. C'est évidemment Cycle. Ils sont rentrés en bourse, donc évidemment, ils vont suivre le cycle de la crypto-monnaie, donc forcément aussi être très corrélé à Bitcoin. Donc Tether, finalement, c'est un stablecoin qui est dominant, mais totalement opaque, liquide, utile, mais toujours dans une zone grise réglementaire. Ces rapports BDO, finalement, ne sont pas des audits complets, alors que de l'autre côté, vous avez quand même quelque chose qui garantit beaucoup plus votre pouvoir d'achat, l'USDT, qui est un stablecoin institutionnel qui est rentré en bourse, d'accord, et qui est beaucoup plus transparent. Et encore une fois, ce qui est très intéressant avec Cycle, c'est qu'ils diversifient leur activité. Donc, ils essayent de gagner de l'argent de différentes manières, notamment avec le Cycle Mine qui est juste ici, le Cycle Programmable Wallets, d'accord, et surtout des partenariats institutionnels avec des banques, des gestionnaires d'actifs et j'en passe. Voilà, c'est pas le sujet de la vidéo, mais tout ça pour dire qu'ils réinvestissent sur eux, ils veulent se développer sur beaucoup d'autres secteurs. Et évidemment, Cycle est une entreprise absolument phénoménale. On sait qu'on atteint à peu près le top de BTC entre 130 000 140 000 si ce n'est un tout petit peu plus. Donc évidemment ici, vous voyez, je vous ai comparé le cours de Cycle au cours de Bitcoin. Donc on voit bien qu'on suit exactement finalement la même prolongation. Ok, c'est parfaitement corrélé évidemment. Donc on devrait potentiellement aller chercher un très beau top. Pourquoi pas une petite correction puis un très beau top ici. D'accord, évidemment, bon, ce sera corrélé avec BTC. Alors, je mets tout ça dans mon canal trading gratuit. Ok, je vous invite à le rejoindre. On parle beaucoup de trading, beaucoup de finance et tout. Vous pouvez suivre toutes mes analyses, c'est super sympa. Et donc ici, ce qui est important de comprendre, c'est que malgré tout, Cycle est quand même dans un environnement extrêmement compétitif, d'accord. Ils arrivent quand même dans une phase critique où les stablecoins ils deviennent un enjeu géopolitique autant, on va dire, qu'un outil de paiement, avec l'émergence évidemment quand même de beaucoup de projets soutenus par des États comme des grandes plateformes tech comme PayPal, le projet Mika en Europe ou quoi que ce soit. L'entreprise elle doit se battre quand même sur plusieurs fronts, contre Tether évidemment qui est toujours très dominant, contre les CBDC, bon a priori ça prendra jamais place aux États-Unis et c'est peu probable que ça prenne place quand même en Europe, et surtout contre des géants du paiement comme Visa, Mastercard qui investissent quand même massivement dans des infrastructures de paiement blockchain natives. D'accord, donc évidemment, avec cet IPO, Cycle se positionne comme un pont entre l'innovation crypto-monnaie et les exigences finalement du système financier traditionnel. C'est quand même beau et propre de voir ça parce que c'est une légitimité quand même qui est amenée ici pour le marché de la crypto-monnaie. L'entreprise mise sur la conformité, la clarté réglementaire et l'infrastructure pour convaincre les investisseurs que l'avenir du dollar numérique passe par elle évidemment. Le pari est audacieux, séduire Wall Street tout en conservant l'agilité du Web 3.0, mais dans un monde en quête de stabilité monétaire programmable, Cycle pourrait bien être le prochain géant à surveiller. Donc évidemment, en quête pour bear market, si racheter du Cycle dans ce niveau-là sera absolument extraordinaire. C'est des choses qu'il faut pouvoir vraiment avoir en tête sur tous les points. D'accord, donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On est vraiment rentré dans les détails assez cadavériques quelque part de cette entreprise qui est Tether. On a aucune donnée réelle, sincère et profonde et légitime finalement par rapport aux deux mandats de contrôle comptable et de contrôle de gestion quelque part qui nous sont imposés ici à l'international et ici aux États-Unis. D'accord, l'USDT a été d'ailleurs interdit en Europe déjà, donc à voir un petit peu la tournure que ça pourra prendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir suivi, j'espère que tout le sujet est bien compris. Si jamais il y a des questions, surtout n'hésitez pas, ce sera un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à m'expliquer un petit peu en commentaire vos soucis, vos questions, quoi, ce sera avec plaisir de pouvoir vous aider. En tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne journée et on se retrouve pourquoi pas dans un prochain format. Salut tout le monde, ciao ciao.